Encore merci Joseph et la parole est à vous. D'abord, Mira, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux, un tout petit peu impressionné aussi d'être devant vous. Je suis très heureux de pouvoir faire cet exercice parce qu'en fait, je vous avoue que moi-même, je suis encore en train d'essayer de déchiffrer un tout petit peu ce qui s'est passé. C'est très difficile de digérer des résultats d'élections en général et dans une situation très volatile comme celle du Liban. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure à la fin. C'est encore plus difficile puisque on n'est pas encore, je crois, au bout disons, du déchiffrage et les évolutions vont répondre peut-être à certaines questions. Je ne sais pas très bien dans l'auditoire combien je dois rentrer dans les détails, c'est-à-dire descendre un tout petit peu, comme on dit, dans la granularité des résultats. Je vais essayer d'être à la fois informatif, mais surtout analytique, en supposant que les choses de base sont déjà connues, c'est-à-dire qu'on connaissait un tout petit peu les résultats, en gros, la répartition des forces, à quelques sièges près. On ne va pas rentrer maintenant dans du micro-détail, d'autant plus que certaines choses sont encore un petit peu imprécises. Je vais avoir tendance peut-être, je m'en excuse à l'avance, d'être un tout petit peu moins optimiste que la plupart de mes compatriotes et des analystes que je connais aussi, et peut-être sans doute de la plupart disons, des activistes de la société civile qui sentent un tout petit peu, et je peux les comprendre, et je partage un peu ce sentiment parfois, d'avoir un tout petit peu remporté quelque chose. Alors, il faudra savoir ce qu'on a remporté ou ce qu'ils ont remporté, mais ça, ce sera peut-être plus tard dans l'évolution de la vie politique. Mais moi, je serais beaucoup plus, peut-être pas pessimiste, mais sceptique et précautionneux, je dirais, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que d'abord, certes, le taux de participation à ces élections était normalement élevé, il n'était pas loin de la moyenne, il est peut-être très légèrement supérieur à celui de 2018, mais ce n'est pas à mon avis, ce n'est pas le critère de comparaison qu'il faut faire. Ces élections, il ne faut pas oublier, étaient extrêmement attendues, elles étaient même voulues. Certaines forces voulaient des élections anticipées. Elles étaient voulues comme un peu le coup d'estocade qu'on porterait à la structure politique après la révolution du 17 octobre, ou ce qu'on appelle la révolution du 17 octobre, après l'effondrement énorme dans le pays, après l'explosion du 4 août. On aurait pu penser que ces élections seraient un peu, disons, la revanche sur l'ensemble de cette séquence et sur la classe politique et qu'on aurait des taux de participation extrêmement élevés, surtout ou notamment dans la diaspora, où ils n'ont pas été extrêmement, disons, élevés par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Donc déjà, je mets ça, je reviendrai là-dessus, parce que, à mon avis, ça indique quelque chose au niveau de la demande politique, pas seulement de l'offre, qui était celle des candidats, mais de la demande, et ça explique peut-être quelque chose, ça décèle quelque chose, ça nous laisse déceler quelque chose dans la société libanaise qui est en train peut-être de se faire jour de plus en plus profondément, une sorte d'apathie, je pourrais dire. Ça, je le laisse un tout petit peu de côté. Maintenant, sur les résultats eux-mêmes, ce qu'on peut en comprendre. Très grosso modo, hein, je ne vais pas rentrer dans communauté par communauté, région par région, force politique par force politique, mais je vais essayer d'être un tout petit peu thématique. Alors d'abord, je sais que c'est un peu provocateur et que certains vont peut-être m'engager là-dessus dans le débat, mais je voudrais faire un sort un tout petit peu à disons, le slogan qui a été les titres de la presse internationale au lendemain des élections, à savoir le Hezbollah a perdu sa majorité, etc., etc. Je crois qu'il faut quand même regarder les choses d'un tout petit peu plus près et se rendre compte de l'évidence. Tout d'abord, peut-être que numériquement, il y a des changements qui ont eu lieu au sein de chaque camp, mais grosso modo, et l'élection du président de la Chambre et du vice-président de la Chambre l'ont montré, la majorité est toujours au même endroit. Alors, elle l'est moins fortement, peut-être moins évidemment. Je ne veux pas être, enfin, entre guillemets, complotiste en disant que quelque part, ça arrange peut-être aussi le Hezbollah et ses alliés, dans une certaine mesure, puisque et c'est moi, une hypothèse que je mets depuis très longtemps sur la table, c'est un de mes outils d'analyse.
je crois que le Hezbollah est intéressé par le contrôle du Liban, mais pas par sa gouvernance. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens veulent admettre. Et dans ce sens, ne pas avoir la majorité absolue est quelque chose qui ne gêne pas le Hezbollah. C'est-à-dire avoir la majorité claire, être responsable de tout ce qui ne va pas en fait dans le pays n'est pas quelque chose, je pense, que ce parti veut. Dans ce sens, cette majorité en trompe-l'œil l'arrange. Elle l'arrange aussi parce qu'elle enlève l'argument occidental qui était jusqu'à la veille des élections celui qui prévalait, à savoir le Liban est sous la coupe du Hezbollah, donc on ne peut rien faire pour le Liban, on doit rien faire pour le Liban. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans ce cas de figure et ça ouvre peut-être des portes intéressantes, si tenter qu'on peut les utiliser, mais il faudra voir comment ça va se vivre. Donc, sur ce niveau-là, je dirais que il y a un changement. J'utiliserai cette formule pour le reste de mon exposé. Je dirais qu'il y a un changement de paysage politique, mais il n'y a pas un changement d'équation. Le pays n'a pas changé. S'il avait changé, on l'aurait su. On ne serait pas là où on est encore aujourd'hui. Et je prends comme dernier exemple la question, par exemple, des frontières maritimes, etc., ou d'autres questions. La décision est encore là où elle est. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes au sein de ce camp-là, qui n'a pas perdu et qui n'a pas gagné, je dirais l'ancien 8 mars. Il y a quelque chose qui change dans le rapport de force, en tout cas au sein du tandem chiite, et qui est très intéressant. Et là, je rentre un peu dans le granulaire, mais c'est très intéressant, dans le sens où il y a clairement un découplage en termes de voix, de nombre de voix, de force électorale entre Amal et le Hezbollah. C'est-à-dire que Amal est devenu pratiquement aujourd'hui dans la roue du Hezbollah et il est sauvé par le Hezbollah. Lorsque vous regardez les chiffres, ils sont extrêmement criants. Je prends un exemple. Mohamed Raad a pratiquement le double de voix de son colistier Ali Hassan Khalil dans une circonscription au sud. C'est-à-dire que, alors que d'habitude, le Hezbollah s'arrangeait pour que Amal ait pratiquement le même nombre de voix que lui, sinon plus, parce qu'il y avait une sorte comme ça de jeu de trompe-l'œil aussi qui faisait qu'Amal avait plus de voix. On voit la même chose avec la réélection de Nabil Berri à la tête du Parlement, 65 voix, c'est-à-dire à une voix de différence. Le Hezbollah s'est arrangé en fait pour qu'il passe au cordeau. Je pense, moi, que personnellement, je lirais ça à la succession qui commence au sein d'Amal, c'est-à-dire le fait que Nabil Berri, malgré tout ce qu'on pense et que lui-même peut-être espère, est mortel. Il va finir par passer le fusil à gauche. Et donc, il y a quelque chose qui se prépare dans ce tandem-là. Idem pour la dynamique au sein du CPL. Le CPL a bien sûr été la grande surprise de ces élections puisque il a montré qu'il avait une résilience. Il a gardé pratiquement le plus grand nombre de députés chrétiens. C'est le plus gros bloc chrétien, évidemment avec des alliés un tout petit peu difficiles à identifier. Mais aussi, on peut dire qu'au moins 7 ou 8 des 21 députés du CPL ont été élus cette fois très largement avec un apport de voix nette du Hezbollah. Donc, d'une certaine façon, il y a une sorte maintenant de prééminence du Hezbollah sur le camp du 8 mars qui devient pratiquement totale. C'est-à-dire sur le bloc des 65 députés, il est clair que le Hezbollah fait clairement la différence. Alors là aussi, il y a une autre chose qui me surprend et qui est intéressante, et je crois que c'est l'une des belles surprises de ces élections et des grosses surprises de ces élections, c'est que les 5-6 figures qu'on pourrait considérer comme les députés les plus pro-syriens ont été pratiquement éliminés. Et lorsqu'on regarde de près, et je sais que c'est aussi difficile à admettre, ils ont été éliminés très largement parce que le Hezbollah ne les a pas aidés à gagner. Et donc, quelque part, il y a aussi une sorte de renversement du rapport de force depuis très longtemps entre le Hezbollah et le régime syrien, un tout petit peu comme si le Hezbollah était en train d'expliquer que dorénavant, il a la main sur la totalité de la scène libanaise et qu'il ne la partagera pas avec le régime si le régime avait en tête de revenir. Évidemment, c'est à regarder avec précaution, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'était mon premier point sur un peu le camp qui continue à dominer. Le deuxième point que je
crois, très important et je pense que c'est quelque chose qui va nous poursuivre dans le sens mauvais du terme, c'est-à-dire qu'il va revenir hanter la scène libanaise et aussi peut-être d'autres scènes régionales, c'est ce qui s'est passé au niveau de la scène sunnite avec le retrait de Saad Hariri et pratiquement la débandade électorale de la communauté. Vous avez un peu suivi à la veille, tentative saoudienne de casser le boycott. Elle a réussi très relativement. Tentative d'anciens lieutenants du haririsme d'essayer de représenter le haririsme malgré et contre Saad Hariri. Ça n'a pas du tout réussi. Fouad Saniora s'est lamentablement écrasé dans les élections, enfin durant ces élections, que ce soit à Beyrouth, à Saïda, à Tripoli, à la Bekaa Ouest, partout où il a essayé de former des listes, à un ou deux députés près. Et il existe aujourd'hui quelque chose, à mon avis, qui va garder beaucoup de traces et qui va laisser beaucoup de traces et ouvrir beaucoup de conséquences sur la scène sunnite, à savoir d'abord une décapitation du leadership quasi uniquement identifiable. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas à qui il faut parler pour avoir l'accord de la communauté sunnite. Avant, il pouvait y avoir un deal entre Hezbollah et Saad Hariri, ça voulait dire un deal sunnito-chiite, etc. Aujourd'hui, on n'a pas du tout cette figure-là. Et on a un éclatement de la communauté en termes de représentation en 3 ou 4 blocs. Un bloc qui sont les petits lieutenants rescapés du haririsme qui ont surnagé. Et vraiment, c'est des noms, je suis même sûr que certains d'entre vous ne les connaissent même pas, du type Nabil Badr à Beyrouth, ou Hchaimi à la Bekaa Ouest, etc. Vraiment des petits lieutenants locaux qui ont surnagé avec des entourloupes électorales que je vais pas détailler ici. Donc ça, c'est un bloc des anciens lieutenants du haririsme qui, et c'est un peu disons ce qu'on entend à Beyrouth et que je n'exclus pas moi-même, reviendrait dans le bercail de Saad Hariri s'il décidait de revenir faire de la politique. Donc c'est des types pratiquement qui sont là en réserve d'une certaine façon. Alors eux, dans leur comportement électoral, ils vendront leurs voix selon les cas. Ils ont vendu quelques voix à Nabil Berri pour sa réélection, probablement sur instruction de Saad Hariri. Ils feront autre chose lorsqu'il faudra choisir un premier ministre, etc., etc. Il y a un deuxième bloc qui sont un peu les contenders, disons les gros financiers, les contenders qui attendaient un peu leur heure pour agrandir leur surface politique, qui attendaient que Hariri se retire et qui n'ont pas exactement profité de la situation. L'exemple type étant Makhzoumi. Makhzoumi à Beyrouth a dépensé une fortune colossale, très colossale, dans l'espoir de faire élire 3 ou 4 députés de sa liste et de devenir un peu le chef du bloc beyroutin sunnite. Il s'est complètement planté, il est élu tout seul sur sa liste et c'est probablement quelque chose qu'il faut aussi regarder de près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas facilement de remplacement. Saad Hariri est dans la communauté. Le troisième bloc, c'est celui qu'on pourrait appeler les sunnites syro-Hezbollah. Alors évidemment, j'ai dit tout à l'heure que les Syriens étaient moins puissants que le Hezbollah, mais il y a certaines personnalités proches de Damas, Hassan Mrad par exemple, à la Bekaa Ouest, d'autres peut-être à Akkar, mais en gros, ce sont des sunnites qui doivent leur élection au Hezbollah et qui seront dans un bloc sunnite 8 mars. Un tout petit peu le liqa tashaouri du Parlement précédent qui est élargi. Et il y a un quatrième bloc qui est difficile à localiser aujourd'hui parce qu'il est peu parlementaire, mais il s'est exprimé pas mal dans la rue. C'est un bloc que je pourrais appeler plus ou moins radical religieux. Alors, il y a évidemment les Jama'a, il y a les Ahbash, quelque part, et il y a des figures sunnites, je ne dirais pas radicales, mais sunnites pieuses, militantes, qui ont émergé à l'occasion de ces élections. Certains Yassine, par exemple, à la Bekaa Ouest, ou d'autres ailleurs, qui laissent penser que le vide que laissera Hariri, et c'est quelque chose qu'on doit redouter, pourrait être rempli par des forces, disons, plus à caractère, disons, militant religieux, sunnite militant. Alors ça, évidemment que ça dépendra de la dynamique régionale et c'est quelque chose qu'il faudra regarder, d'autant plus, et c'est pour ça que je dis que c'est très inquiétant,
que lorsque moi, par exemple, je regarde de près la dynamique régionale au Levant depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a une communauté sunnite qui est largement décapitée en Irak, en Syrie et maintenant au Liban. Et c'est quelque chose qui, lorsque vous regardez la Syrie et l'Irak, a donné des choses qui ne sont peut-être pas toujours très reluisantes. Et donc, il faut faire attention à cet aspect au Liban. Troisième point, la surprise relative, c'est-à-dire peut-être le motif de satisfaction relative. Je crois que pour les observateurs lucides et les analystes lucides qui ont accompagné un peu ces élections à la veille du scrutin, on n'attendait pas plus qu'une dizaine au maximum de figures d'opposition qui passeraient. On en a eu 13 ou 14. C'est bien, il y a de quoi se réjouir, ce n'est pas beaucoup, mais lorsqu'on regarde les 13 et 14, d'abord, ils ne sont pas tous dans la même, disons, dans le même panier, au sens où ce ne sont pas toutes des figures directement issues du mouvement du 17 octobre. Si tant est qu'on sait ce qu'est le mouvement du 17 octobre, il y a des figures qui sont plus ou moins à gauche, proches de la résistance pour certains, comme Elias Jevadeh au sud, d'autres qui ont passé vraiment entre les mailles du filet, qui sont peut-être des figures un tout petit peu pas très connues dans le mouvement de révolution, et d'autres qui encore ne sont pas très clairs politiquement. Mais en gros, il y a un levier. Il y a aujourd'hui un caucus au Parlement, 14 députés, sur lesquels on peut appuyer un levier. Pour l'instant, le test n'a pas été très concluant. L'élection de Berry a été un fiasco pour eux. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur le vice-président de la Chambre. Aujourd'hui, ils essayent de se rabibocher sur la question du gaz au sud. Demain, ils se friteront, demain, c'est la session de demain, ils vont peut-être se friter sur l'entrée dans les commissions parlementaires les plus juteuses, que ce soit la commission des finances, la commission des affaires étrangères, etc. On va voir. Pour l'instant, ce qui me frappe moi-même, c'est qu'ils n'ont pas voulu sciemment s'organiser en bloc et en bloc parlementaire. Un bloc parlementaire dans la vie parlementaire, en tout cas au Liban, c'est comme ça. Il doit s'inscrire, il doit inscrire son existence auprès du bureau de la Chambre. Il participe aux consultations en tant que bloc. Il est comptabilisé comme tel par le bureau de la Chambre. Ils ne l'ont pas fait. Donc, jusqu'à ce soir, on a 14 individualités avec évidemment tout ce que ça peut laisser penser comme fluidité dans cette histoire. Alors là, je passe peut-être à quelque chose de plus analytique et de plus forward-looking, vers l'avenir. Moi, j'ai l'impression, je pense, pour connaître un tout petit peu aussi les personnalités, les individus des 14, je crois que ce bloc-là va vite donner lieu à probablement deux petites mouvances avec quelque chose au milieu. Une mouvance qui va aller de plus en plus vers une position, je dirais, moins farouche anti-armes, anti-Hezbollah, etc. Une position peut-être plus intransigeante sur la question de l'argent, la question du redressement, la question de la restructuration des banques. C'est des gens qui viennent plutôt de ce qui reste de la gauche libanaise, qui ont gravité dans des mouvements beaucoup plus radicaux dans les 5 dernières années. Et une autre aile qui va aller beaucoup plus à droite et qui risque d'être, et c'est là où j'ouvre un autre point sur lequel je reviens, qui risque d'être un tout petit peu phagocyté par le gros mastodonte qui a en fait gagné aussi les élections, et c'est la grande surprise, à savoir les forces libanaises avec un bloc de 22-21 députés. Il risque d'être un tout petit peu entraîné dans le centre de gravité, par la gravité en fait auprès de cette force-là, dans une rhétorique beaucoup plus, je dirais, radicale et dure sur la question du Hezbollah, beaucoup plus floue sur la question de l'argent, des banques, du redressement, du FMI, etc. Et il y aura des figures au milieu. Alors, je ne vais pas donner de nom parce que ce serait un tout petit peu hasardeux et injuste, mais je peux penser que quelqu'un comme Mark Daw, Abdahsad, etc., iront à droite et que Elias Jevadeh,
Oussama Saad et autres ou Halima Kakour iront plutôt à gauche, avec des figures au milieu comme peut-être Brahim El-Naïmé à Beyrouth, qui sera une sorte de figure médiane et qui sera un peu un point d'appui. Alors, j'ai parlé de quelque chose d'important ici sur la victoire des FL, qui est l'autre surprise. Les FL ont pensé on aurait pu penser qu'ils ne monteraient pas au-dessus de 15. Ils ont fait un très bon score, 22. Je ne veux pas rentrer ici dans des supputations, etc., mais on a suffisamment quand même d'informations aujourd'hui avérées pour savoir que cette victoire a été permise évidemment par un discours extrêmement dur sur la question du Hezbollah, appuyé sur les événements de Tayoun et qui sont encore frais dans la tête des gens, mais surtout nourri par beaucoup d'argent qui a été dépensé dans cette campagne. Je ne veux pas me risquer à confirmer des chiffres que j'entends, mais on est au-dessus de 100 millions de dollars qui ont été dépensés, probablement qui ont été payés par des parties étrangères, et donc on peut penser qu'il va y avoir une demande de retour sur investissement de la part des bailleurs de fonds, et donc on irait vers une sorte, disons, de posture un tout petit peu confrontationniste au Parlement. Samir Jarrah l'a annoncé il y a 3 jours dans une interview en disant « Oui, nous allons aller au clash avec le Hezbollah », sans vouloir être catastrophiste, mais je dirais que ce qui est à craindre, c'est une série d'escarmouches et d'affrontements au Parlement, des sortes de taïounés parlementaires ou politiques, qui à terme peut-être conduiront le pays à être bloqué, le Parlement à être bloqué, et peut-être le pays à aller vers quelque chose d'assez dangereux par moment. Je ne veux pas trop me risquer sur cette affaire. À ce niveau-là, ce qui sera intéressant de suivre, ce sera la compétition entre les FL et disons, les petits blocs chrétiens qui ont émergé et que les FL vont essayer probablement de mettre un peu sous leur coupe, de façon naturelle, puisqu'ils sont hégémoniques naturellement par le nombre. Je crois qu'il faudra regarder, par exemple, la dynamique avec les Kataeb, qui ont fait un score assez médiocre, passant de 3 à 4 députés, malgré une campagne très véhémente. Des députés du type Nahmat Frem, Michel Maouad, etc., qui probablement se vendront parfois au cas par cas à cette majorité-là. Mais il y a quelque chose qui va se jouer dans ce contexte, qui, à mon avis, aura aussi quelques conséquences, et je vais y revenir assez rapidement tout à l'heure. J'y reviens tout de suite d'ailleurs en disant que je pense, après avoir dit tout cela, qu'on a, en tout cas c'est mon analyse ce soir, on a pratiquement 2 parlements dans ce Parlement. On a un premier Parlement où il y a une sorte de coupure nette du type 14-8 mars. C'est un peu celle que j'ai décrite, sur la question essentiellement du Hezbollah, de la souveraineté des armes, etc., de l'Iran. Et ce Parlement-là, cette vie parlementaire, les FL vont essayer de la dominer. Et à mon avis, si elle se met très vite à l'agenda dans les semaines qui viennent, on risque d'aller assez rapidement vers une sorte de polarisation forte dans la vie parlementaire, mais aussi politique, avec des risques de confrontation qui peuvent déborder dans la rue et, à Dieu ne plaise, produire certains incidents de violence, des assassinats ou autres, etc. Il y a un autre Parlement, une autre vie parlementaire qui, elle, portera sur des questions beaucoup plus fluides. La question, par exemple, de la restructuration financière des banques, des pertes, etc. Et la question du système politique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut passer à la déconfessionnalisation, qu'est-ce qui reste de Taïf, on reste dans Taïf, on sort de Taïf, tout le débat qui a perméé en fait la campagne électorale. Sur ces 2 points-là, il n'y a pas de majorité et de minorité au Parlement. On a un Parlement complètement éclaté, du type 4e République ou du type italien ou du type israélien, avec des coalitions, des petites coalitions qui vont se faire et se défaire au gré du marché politique. Et là, il y aura, alors que dans le premier cas, on va avoir un risque de blocage et de polarisation, dans le deuxième cas, on va avoir un risque d'impuissance politique, c'est-à-dire très peu de décisions possibles sur la négociation avec le FMI, sur les réformes juridiques, etc. Il va y avoir beaucoup de bargaining et beaucoup de tit and tat, comme on dit aux États-Unis,
avec le risque d'une sorte de vie parlementaire assez stérile. D'autant plus que les nouveaux venus ont quand même encore, je m'excuse de l'anglicisme, mais une learning curve assez grande à faire, dans le sens où ils ont encore beaucoup de choses à apprendre et qu'ils vont probablement parfois faire des fautes ici et là. Alors, c'est dans ce sens que je dirais que malgré toute la nouveauté, si vous voulez, ces élections ont été un tout petit peu, en tout cas c'est la frustration que je garde, un tout petit peu un non-événement. Dans quel sens? Il y a aujourd'hui trois grandes questions qui divisent ce pays, qui paralysent ce pays. Et les trois sont extrêmement compliquées, très complexes. Il n'y a pas de réponse claire aux trois. Certains pensent qu'ils ont des réponses simplistes, mais elles ne le sont pas. La première question, c'est celle de l'effondrement économique. D'abord, il n'y a pas de consensus au Liban sur le narratif, avant même de savoir ce qu'il faut faire. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Chacun vous racontera une histoire qui n'a rien à voir avec l'autre. Chacun, c'est des forces conséquentes. Les banquiers ont leur narratif, le banquier central a son narratif, les experts économiques ont leur narratif, le gouvernement ou les forces politiques ont leur narratif, et les gens, les pauvres gens comme nous tous déposants, avons notre narratif. Il n'y a pas de narratif pour avoir un diagnostic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas plus de 20% de consensus sur par quoi il faut commencer pour résoudre cette crise qui n'est plus une crise qui accompagne la vie politique. C'est devenu la crise dans laquelle on baigne tous les jours, matin, midi et soir, lorsqu'on vit au Liban. La deuxième question de clivage qui est devenue une question de crise, c'est la question du Hezbollah, des armes, de l'Iran, etc. Même s'il y avait accord sur le descriptif de cette question-là, et encore il n'y en a pas, il n'y a sûrement pas d'accord, ou en tout cas de convergence minimale sur qu'est-ce qu'il faut faire avec cette histoire. Est-ce qu'il faut la confronter frontalement? Est-ce qu'il faut appeler le monde extérieur à la rescousse, comme certains le pensent? Est-ce qu'il faut construire un contre-pouvoir par le jeu institutionnel? Est-ce qu'il faut une désobéissance civile? Ou est-ce qu'il faut s'accommoder des armes et refaire le 15e deal depuis 15 ans? Là aussi, il n'y a pas de solution et je pense que les élections qui étaient l'occasion d'avoir cette discussion ne l'ont pas été. Et le troisième point, disons, sur lequel il y a un très grand dissensus dans le pays, c'est qu'il y a peut-être le sentiment diffus que le système politique n'existe plus, qu'il ne fonctionne plus, qu'il ne performe plus, mais personne ne sait ce qu'il faut faire à partir de là. Vers quoi on va? Est-ce qu'on va vers une reconstituante, une constituante? Est-ce qu'on va vers une remise à plat des institutions? Est-ce qu'on reste dans le cadre de Taïf, mais comme le pensent certains, on l'applique? Est-ce qu'il n'a pas été appliqué? Je ne sais pas. Et si on en sort, on va vers où? Et pour la première fois au Liban, et c'est pour moi un signe très pathologique comme observateur, on entend des options radicales. Fédéralisme poussé, même partition, etc. Ce qui montre qu'il y a quand même un malaise très fort dans le corps libanais. Et donc, il y a une sorte de pathologie dans les réponses qui est aussi elle-même très forte. Et là encore, la campagne législative n'a pas été l'occasion de mettre ce débat sur la table. Alors, tout ce qui n'a pas été fait sur ces trois points, au sein même des forces de l'opposition, je ne prends pas tout le monde ensemble, c'est-à-dire une sorte de convergence minimale sur ces trois points entre les forces de l'opposition elles-mêmes, si cela n'a pas été fait avant les élections, je ne suis pas très sûr que ça pourrait être fait facilement après les élections. Parce qu'on a des échéances qui viennent très vite bousculer tout ça, et c'est ici où je vais essayer de commencer à conclure, en fait. Parce qu'en fait, ces élections, elles se passent dans un contexte que vous connaissez très bien, qui est d'abord le contexte d'échéances politiques qui se bousculent. Les élections législatives ont été certes très importantes et très intéressantes, mais elles ne sont pas du tout la clé du système. La clé du système, ce sera à l'automne prochain avec l'élection présidentielle si elle a lieu. Donc déjà, première échéance qui va être très vite suivie d'une autre, à savoir de la formation d'un gouvernement avec une scène sunnite telle que je l'ai décrite, c'est-à-dire l'incapacité de trouver aujourd'hui une figure sunnite suffisamment légitime et forte, avec un entre-gens à l'intérieur et à l'extérieur, pour pouvoir négocier les grandes échéances économiques avec le FMI, etc., etc.
Et l'autre contexte, l'autre élément de contexte qui rend tout cela extrêmement, disons, volatile et risqué, c'est la très grande fluidité, pour ne pas dire inflammabilité du contexte régional et international. C'est-à-dire que ces élections se déroulent et l'élection présidentielle se déroulera à un moment où on ne sait pas très bien si l'accord de Vienne va se faire ou pas. Est-ce que l'Iran va être, disons, normalisé dans le jeu des puissances? Est-ce qu'il y a une avancée au niveau saoudo-iranien comme on le pense ou on le suppute, mais le dernier round de négociation n'a pas été très concluant? Et il y a aujourd'hui la guerre d'Ukraine qui n'est pas simplement un élément de contexte télévisuel, c'est quelque chose qui touche la région de façon très frontale, avec une Russie qui est présente en Syrie, mais qui n'a plus les mêmes moyens qu'avant, avec des forces montantes comme la Turquie, l'Iran ou autres, ou les pays du Golfe qui aujourd'hui essayent de tirer profit de cette situation internationale. Et donc, on est dans un contexte extrêmement disons, extrêmement peu aidant à une sorte de consolidation d'un consensus libanais. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense que je serais un tout petit peu, disons, craintif par rapport au pronostic d'avenir. Je le suis, et c'est mon dernier point, d'autant plus, et je reviens à mon premier point sur la participation, je le suis d'autant plus que il faut bien le comprendre. Je ne sais pas à quel point vous le savez, vivant ici, allant de temps en temps, mais moi je vis dans le chaudron libanais. On est dans une société pas fatiguée, elle est exsangue, elle est par terre, elle est à genoux. Une société cassée où il y a un très fort sentiment de ras-le-bol, presque de désespoir, d'apathie, de retrait dans la sphère privée ou de départ, évidemment, avec le brain drain qu'on connaît. Bon, moi, j'enseigne à l'EUD, je travaille à l'EUD. On a perdu en 2 ans 210 professeurs, 82 médecins, 30% d'étudiants en moins, etc., etc. Donc, on est dans un pays qui est cassé. Et dans une société comme celle-là, les grandes idées, les grands projets de réforme, etc., sont moins difficiles, sont moins faciles à porter puisqu'il n'y a pas de conséquences. C'est pour ça, aujourd'hui, les gens s'occupent en premier lieu de leur vie quotidienne. Le deuxième risque aussi, à partir de là, c'est si l'effondrement continue, et il a l'air de continuer. Aujourd'hui, je vous signale, je vois de très bons amis ici sur l'écran qui savent beaucoup plus que moi, je pense à Hadi Farah par exemple, combien la question financière est difficile. Aujourd'hui, avant le printemps 2022-23, il n'y a presque aucune chance d'avoir une vraie négociation avec le FMI, puisqu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de décision politique. Et d'ici 2023, je pense, et Hadi le sait, d'autres le savent, il ne restera pas grand-chose du pays. Il n'y a plus de réserve. On commence à parler de la vente de l'or. Les salaires sont aujourd'hui au plus bas. Un soldat de l'armée aujourd'hui touche $50 par mois. Dans ce sens, je crois qu'il y a aussi à craindre de nouveaux débordements de violence sociale qui, cette fois, ne seront pas du type gentil, sympathique, un peu bobo, tels que ceux qu'on a connus en octobre 2019. Ce sera une révolte beaucoup plus forte, une révolte des pauvres, qui cassera, qui peut-être prendra d'assaut certaines institutions, avec des forces de l'ordre qui peut-être ne seront pas au rendez-vous, et tous les risques qui peuvent être attenants à ce genre de situation, c'est-à-dire une force politique quelconque qui peut profiter de ce dérapage-là pour résoudre les choses à son avantage. Donc, moi, je vais m'arrêter ici, mais juste pour résumer, je dirais que, comme je le disais au début, on a certes un changement de paysage. Il est intéressant par certains aspects. Il y a un levier qui a été donné aujourd'hui dans la société libanaise. Il y a une quinzaine de personnes sur lesquelles on peut peut-être s'appuyer pour faire entendre une voix. Encore faut-il savoir ce qu'on veut faire entendre. Mais il n'y a pas de changement d'équation. L'équation est toujours la même. Elle est toujours tenue par les mêmes éléments et les mêmes facteurs. Et je dirais que ce qui rend tout ça quand même assez inquiétant, si je peux dire, c'est le contexte intérieur, le contexte domestique, le contexte économique et politique, les échéances qui viennent, et surtout le contexte régional qui est loin d'être apaisé.
Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci et excusez-moi pour le temps. Merci beaucoup. Merci Joseph.